Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Ça me parle beaucoup parce que j'ai l'impression, puis nous, on est dans un secteur qui est un peu retiré justement de la communauté à Gatineau. Ça, c'est comme un petit quartier en soi. Puis c'est beaucoup plus facile, j'ai l'impression, d'avoir accès à une patinoire, avoir accès à un terrain de basketball que ça l'est quand tu t'en vas dans le vieux hall, par exemple. Mais en même temps, le vieux hall, là, c'est plus dense, c'est plus, pour les gens qui n'ont aucune idée de où est-ce que je parle, là, c'est plus dense, c'est plus ça. Mais en même temps, des fois, il y a des sports comme, j'ai l'impression, le basketball à Toronto, il doit y avoir quand même quelques courts, quand même, qui sont disponibles. Là, je stéréotype beaucoup, là, peut-être que je suis dans le champ, mais il y a peut-être plus de courts qui sont disponibles avec des filets en chaîne, là, comme on connaît bien, comme on voit dans les films, ou à New York, par exemple, qui sont peut-être un peu plus disponibles, puis le calibre de jeu est plus élevé. Puis ça m'amène à un point, comme le troisième niveau dans l'environnement physique. Bon, il y avait surface de jeu, structure des clubs et organisations, tu as la structure communautaire. Puis la question que j'avais notée, puis je vais t'aller quasiment tel quel, c'est dans l'article, vous avez parlé de comme que les communautés de grandeur moyenne fournissent plus d'opportunités que les petites ou les grandes villes et représentent donc un contexte idéal pour le développement des athlètes et la participation sportive. Traduction libre de Coach Frank, aidé un petit peu par l'intelligence artificielle. C'est quoi une communauté moyenne? Puis, je te donne des exemples. Est-ce que Drummondville, c'est une communauté moyenne? Est-ce que Lévis, c'est une communauté moyenne? J'essaie de figurer un petit peu ça parce que je me dis, si on est en charge du talent pathway, donc du parcours du talent, du modèle de développement des athlètes dans notre fédération, même qu'on est un club puis qu'on est un entraîneur-chef d'un club qui chapeaute les enfants de 4 ans jusqu'à ça, puis qu'on a des clubs, justement, on est comme des sous-clubs, autant dans 3 petites villes de notre région, c'est quoi une communauté moyenne? Puis... Si tu regardes les études qu'on a faites, c'est entre 50 000 et 150 000 à peu près. Okay. 50 000 habitants jusqu'à 150 000, 200 000 habitants. Mais je pense que ce qui est très important de se rappeler avec ça, c'est que c'est pas magique, là. C'est pas si... Je me rappelle que lorsque ces études sont sorties, il y a un journaliste de Calgary qui m'a appelé, puis il a dit ce qu'on doit faire, c'est on doit dire aux gens à Calgary, aux jeunes familles à Calgary, si leurs enfants veulent jouer dans la Ligue nationale de hockey, de déménager dans une petite ville. Non, c'est pas l'idée. Alors, je pense que la dimension de la ville, le nombre d'habitants, c'est une réflexion de ce qui se passe au niveau de l'environnement social puis au niveau des activités. Comme un peu comme je l'ai décrit là un petit peu avant que tu... Alors, mais le nombre de personnes, ça semble entre 50 000. Lorsque tu baisses en bas de 50 000, puis on n'a pas beaucoup de données là-dessus, mais on a vu des villes où il y avait 1000 ou 2000 habitants. Et puis, il y a le odds ratio, là, les probabilités? Les probabilités descendaient beaucoup. Mais lorsque tu penses à ça, c'est un endroit en Saskatchewan ou au Québec où il n'y a pas vraiment de centre, puis il n'y a pas vraiment d'autres personnes. Alors, ça te prend un environnement où il doit y avoir d'autres personnes pour jouer, tu sais, pour jouer. Puis d'installation aussi. Donc, ça te prend assez de monde pour jouer une game de basket, que tu sois pas juste 3-4 qui soient intéressés par le basketball. Puis en même temps, ça te prend assez de taxes municipales pour que tu sois capable de payer le court de basket qui va être installé là. Puis, tu sais, ça me parle beaucoup. Puis, tu sais, au Québec, on en connaît beaucoup. Puis, en Saskatchewan, c'est la même chose. Tu sais, il y a beaucoup de petits... au Québec, c'est tous des Saint-André de je sais pas quoi, puis des Saint-Martin de je sais pas trop quoi. Puis tout ça. Puis c'est aucunement péjoratif. Là. J'ai de la famille qui vient d'une très petite ville au Québec, là, 500 habitants, puis tout ça. Mais l'idée là-dedans, c'est que t'as juste pas assez de ressources. Ça se peut qu'il y ait peut-être un élément comme, il y a une super belle patinoire, mais t'auras pas de court de basketball, t'auras pas de court de tennis, puis t'auras probablement souvent pas assez de monde pour jouer de façon libre, ce qui revient un peu au centre de ta recherche, c'est l'importance du jeu dans le développement, de l'athlète, mais surtout de la personne dans son ensemble. Oui, c'est ça. Alors, je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est de ne pas se fixer trop. C'est-tu le nombre de personnes? C'est pas vraiment le nombre de personnes. C'est l'accessibilité à des ressources qu'on peut utiliser, à des terrains de jeu, à des entraîneurs, mais pas les meilleurs entraîneurs. Parce que les meilleurs entraîneurs, si tu m'avais demandé, sont probablement à Toronto ou à Montréal, tu sais. Les meilleurs entraîneurs. Alors, je veux pas être... peut-être qu'ils sont à Drummondville aussi, mais lorsque j'étais jeune, quand je jouais au hockey à Drummondville, on n'avait pas... Tu sais, il y a plus
d'opportunités pour un entraîneur à Montréal qu'il y aurait à Drummondville ou à Saint-Hyacinthe ou dans des plus petites villes. Tu sais. Ben, tu sais, prenons juste la réalité canadienne. Dans la réalité canadienne, si tu es un entraîneur d'une équipe nationale, bon, c'est peut-être dans certains sports, c'est la première fois que tu vas avoir un emploi à temps plein, c'est quasiment les seules affaires qui sont à temps plein. Ben, ça va être centralisé à l'Institut national du sport, ça va être centralisé au Toronto Pan Am Sports Center, ça va être centralisé à Calgary. Fait que la centralisation vient qu'amener que les emplois à temps plein, mais il y a certains sports, comme la natation par exemple, il y en a d'autres que, même des fois le baseball, que des fois les entraîneurs vont être il y a plus d'entraîneurs à temps plein dans certains sports que dans d'autres. Fait que je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est rien de péjoratif contre les gens qui coachent dans certaines régions, mais c'est que les gens qui font ça de carrière et qui ont du succès, bien souvent vont être appelés à migrer vers des villes où est-ce qu'il y a de la centralisation. Ce qui est vraiment important dans tout ça, là, c'est de penser que toutes ces études-là, ça s'appelle birthplace, où les enfants sont nés. À un moment donné, si tu es un joueur de tennis à Drummondville, il va falloir que à 12, 13 ans, peut-être avant ça, je ne sais pas, il va falloir que tu déménages pour avoir un meilleur alors, mais c'est où tu commences à jouer et à faire du sport. Et je pense que les recherches montrent qu'à 8, 9, 10, 12 ans, tu n'as pas besoin du meilleur entraîneur, tu n'as pas besoin des meilleures ressources, tu n'as pas besoin de compétition, de voyager pendant 50, 200 km pour aller jouer une partie. Tu peux le faire localement avec les ressources qui sont là. Et puis, mais à un moment donné, il va falloir que tu déménages. Ouais. C'est pour avoir de meilleurs entraîneurs. Puis avoir... Alors, ce qu'on parle ici, c'est surtout ces premières années-là. Qu'est-ce qui donne l'envie, le désir, l'intérêt pour les jeunes de faire du sport? Et puis d'investir dans le sport. Alors, ça, je pense que c'est important de faire cette distinction-là parce que les entraîneurs, t'en as besoin. Là. À un moment donné, il faut que tu ailles. Ben oui, donc clairement. Puis, tu sais, ce que tu amènes là par rapport au voyagement, pour moi, c'est tellement utopique à quel point que des fois, il y a des entraîneurs, mais ça va être des dirigeants de club, ça va être aussi des parents, ça va être peu importe, vont dire on a besoin de voyager pour aller chercher le meilleur calibre. Puis là, t'as comme l'enfant, il y a 9 ans, je suis comme cancel. Ouais. Puis tu sais, juste aller là-dessus, tu sais, puis par rapport à ça, puis tu sais, je sais que t'abondes dans le même sens, mais en ce moment, on est en train de compléter un mandat, j'appelle ça un mandat scientifique, mais en bout de ligne, on accompagne une fédération, tu sais, juste à voir c'est quoi les pratiques exemplaires à l'international, tu sais, puis les principes directeurs qui ressortent de tout ça. Puis une des fédérations qu'on regarde, c'est Badminton Danemark, tu sais. Puis sans parler des gens à qui on a parlé, Badminton Danemark, pour ces gens qui ne savent pas, ben, le meilleur joueur au monde de badminton est danois, puis le 8e meilleur au monde est danois, puis ils ont comme 4 meilleurs joueurs dans le top 20. On penserait tout aux pays d'Asie, mais moi, j'avais aucune idée que le badminton au Danemark était super populaire, puis était vraiment bon là-dedans. Puis tu sais, comme eux-mêmes, là, c'est un petit pays, là, mais eux, ils ne font pas de compétition nationale, si on pourrait dire l'équivalent de compétition provinciale. Je pense que j'étais là-dedans ce matin, mais c'est avant l'âge de 13 ans. Tu sais, fait que, tu sais, avant ça, là, ils voyagent même pas entre les régions. Puis c'est pas le plus gros pays au monde, on s'entend, le Danemark, là. Je suis comme, pourquoi nous, on a besoin de partir de Ottawa puis de s'en aller à Windsor à 8 ans? Tu sais, je veux dire, c'est quoi l'intérêt là-dedans? Puis ça, je pense que c'est important. Ou est-ce que ça revient que, oui, les meilleurs ont besoin de pratiquer avec les meilleurs, à un certain point dans le développement de l'athlète. Mais ce que tu me dis, puis je suis content, j'avais pas réalisé que c'était cette tranche d'âge-là, mais la tranche 8, 9, 10, 11, peut-être 12, peut-être 13, peut-être 14, dépendamment du sport, dépendamment de plein d'affaires. C'est juste, dans le fond, ce que tu me dis, c'est l'accès aux opportunités. Je pense que oui, c'est ça. T'sais. Puis je pense que une autre variable aussi, si tu pratiques le hockey à Toronto, puis que tu as 8 ans, qu'est-ce qui va se passer à Toronto? Tu vas aller à un camp d'entraînement, puis ils vont te dire si tu es bon ou tu n'es pas bon au hockey. Si tu joues au hockey à Drummondville, ou peut-être même une plus petite ville que Drummondville, même à Kingston. Je me rappelle Kirk Muller, les Canadiens, il vit à Kingston, puis j'avais fait une présentation ici, puis il disait, lorsqu'il a grandi à Kingston, qui était une petite, on ne dit pas une ville de 120 000 habitants à peu près, lorsqu'il jouait au hockey mineur, il n'y avait pas assez de jeunes pour faire une équipe. Il fallait qu'il recrute d'autres joueurs pour... tu sais, c'est une équipe. Puis, il a joué à toutes les positions dans l'équipe. Puis, il y a vraiment eu des opportunités qu'il n'aurait pas eu s'il avait été à Toronto. À Toronto, probablement qu'il aurait été à un camp d'entraînement,
S'il n'était pas capable de patiner du reculon, ben, il aurait dit oh non, on ne te choisira pas. Alors, à 8 ans, déjà, ils te disent si t'es bon ou si t'es pas bon. C'est basé sur des choses qui ont aucune valeur prédictive, qui sont pas prédictives du succès à long terme. Alors, je pense que ça, c'est un autre gros morceau. Dans ces petits centres-là, souvent, on va sélectionner les athlètes trop vite sur des données qui sont vraiment qu'on connaît pas, qui sont vraiment aléatoires, la grandeur, la maturité ou des choses comme ça, et qui vont changer très vite. Alors, je pense que c'est un autre problème avec les grandes villes. Mais tous ces problèmes-là, ça peut être réglé, là. Tu prends Montréal, on peut créer des petits centres. On peut donner des opportunités à tous les joueurs. On peut essayer de recréer cet environnement-là qui sont dans des plus petites villes. Je pense que c'est ça qui est important.